Hello YouTube. Bon ben, la vidéo d'aujourd'hui, ce sera sûrement plutôt une pensée au clin de lune. Hmm. Parce que je me rends compte que la journée est passée très très vite et que j'ai pas eu le temps de faire grand chose, donc je traîne encore. Alors, d'abord les bonnes nouvelles, ensuite les nouvelles, et pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier ou avant-hier, et ensuite les réflexions. Bonne nouvelle, j'ai découvert Black-ish. C'est une sitcom américaine sur une famille noire. Le père est complètement obsédé avec les questions racistes, mais d'une manière assez drôle, si vous voulez, parce que c'est pas pris au sérieux. Sa femme est pas du tout convaincue que le monde est raciste ou quoi que ce soit envers les Noirs. Elle le remarque à certains moments, mais pas trop. Et ils ont 4 gamins. C'est très drôle. Disons que c'est du bon humour américain. Voilà, je me regarde la première saison, je suis à l'épisode 18, il y en a 24, je pense que je vais pas tarder à télécharger la suite. J'ai également découvert, je voulais la regarder il y a longtemps, mais Touch. C'est une série américaine, je crois qu'il n'y a que 2 saisons. Ça suit un autiste de 8 ans, 9 ans, truc du genre, peut-être un peu moins, 7 ans, enfin bon. Joué par le même acteur qui joue Batman dans Gotham. Batman jeune dans Gotham. Et donc cet autiste, qui doit sûrement avoir un syndrome d'Asperger, voit dans le monde qui l'entoure des gabarits, des schémas récursifs, si vous voulez, des trucs qui reviennent tout le temps, patterns en anglais. Et ces patterns, il arrive, à partir de ça, si vous voulez, il arrive à déceler ce qui pourrait rassembler des gens pour leur sauver la vie, ou il arrive à voir, si vous voulez, les choses qui sont cassées, qui ne vont plus bien, que ça fonctionne mal, et lui, apparemment, ça lui fait du mal. Et donc, obsédé par les chiffres, incapable de parler, il a écrit des bouquins, des pages entières de chiffres, et son père, qui est persuadé que son fils peut découvrir les secrets de l'univers, ou je sais pas trop quoi, essaie de comprendre ce qu'il y a marqué dans le livret. Donc à chaque épisode, il y a ce qui se passe autour du gamin, et il y a ce qui se passe à worldwide, en fait, si vous voulez, entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui vont finir par être connectées, et aller beaucoup mieux. Voilà. Donc David Mazouz n'est pas trop moche à regarder. Il est mignon comme gamin, quoi. Donc je veux dire, c'est sympa. En soi, ça me détend, mais je suis pas un grand fan. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je vous ai dit que je m'étais remis au Caméléon. Ah oui, j'ai regardé Independence Day 2 et j'ai appris donc qu'il y avait un 3. Si quelqu'un connaît Roland Emmerich, parce que je trouvais qu'on disait qu'il était allemand. Donc, je serais intéressé de pouvoir entrer en contact avec lui. Ça m'intéresserait beaucoup de créer la langue ou les langues pour éventuel Independence Day 3 qui va voir le jour, puisque le 2 est pas si merdique que ça. Je l'avais mis dans les navets. Il dure 2 heures. Et au final, il est moins navet que Independence Day 1. Ouais, franchement, c'est sympa. Bon, il y a beaucoup de clichés, bien sûr. C'est un film américain, ça reste une grosse production. Et puis ça reste Roland Emmerich aussi. Mais beaucoup moins messed up que le premier, je trouve. Ouais, c'est très sympa. Et il y a Brent Spinner dedans. Data, dans Star Trek. J'ai mis longtemps à retrouver qui c'était, je vous avoue. Il y a des petites références à Star Trek de temps en temps dans les dialogues, c'est amusant. Voilà, ça c'était pour les bonnes nouvelles. Pour les nouvelles tout court, samedi, j'ai pas fait grand chose. J'ai un peu glandé, je le reconnais. J'ai beaucoup dormi. Et j'ai marché pour... non, samedi après-midi, j'ai été chez Noémie, donc une amie à moi, qui appelle les Magikarp des Métacarpes. Et on a joué à Andorre.
Alors, si vous ne connaissez pas Andorre, c'est un jeu que je vous recommande pour les amateurs de jeux de plateau et de jeux de rôle, d'accord. Le plateau est gigantesque. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est énorme. Et il est réversible. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez la suite de la map. Donc c'est un jeu de société qui se joue à 4 maximum. Il y a 4 personnages, vous avez des points d'endurance, vous avez des points de combat, vous avez des dés à lancer pour pouvoir vous battre. Vous vous battez contre le jeu qui se déroule sous forme de... Il y a des cartes, si vous voulez. Il y a 6 légendes. On a fait 3 légendes en 6 heures. Ouais, c'est déjà pas mal. Et au final... Le jeu est bien foutu, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, ça se corse vraiment. La première légende, c'est vraiment de l'introduction, on peut la finir très facilement, c'est ce qu'on a fait. La deuxième légende, c'est facile, mais tout de suite, il y a un peu plus de complexité. La troisième légende, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe. Et il faut réfléchir. Il faut se dire, attends, toi tu fais là, parce que moi je vais là. Non, non, tu peux pas faire ça maintenant, il faut que tu fasses ça ensuite. C'est vraiment bien pensé. Et du coup, on a regardé l'autre côté du plateau, pour les missions, enfin pour les légendes 4, 5 et 6. À mon avis, la légende 4 doit bien faire 4 heures ou 5 heures à jouer. Alors je vous laisse imaginer le reste. Donc ça, c'était sympa. Et puis, quand je suis rentré chez moi, du coup, samedi soir, j'ai regardé beaucoup des Cassos. J'ai fini la saison 3, que je n'avais pas totalement vue. J'ai adoré l'épisode avec Pirates des Caraïbes. Si quelqu'un parle martiniquais, je suis curieux de savoir ce qu'ils disent, parce que je comprends pas grand-chose. Partir de... on doit boire un fait ensemble. Nous doit boire un fait ensemble. Ça, j'ai compris. On doit boire un verre ensemble. Mais après, j'ai plus rien compris. Donc, si quelqu'un parle martiniquais, ça m'intéresse. J'aime trop ceux sur les Teletubbies, mais je sais qu'il y en a que 2, mais c'est quand même très drôle. Avec Alice, j'avais pas vu. Voilà. Donc ça. Et puis, alors hier, j'ai aidé une autre amie, Gwendoline, à faire des travaux chez elle, des petits travaux, hein, poser des meubles Ikea et une tringle à rideaux. Et ça a pris tellement de temps qu'on n'a pas pu retourner sur Paris ensuite, donc j'ai dormi chez elle. Et du coup, j'ai pu regarder du coup Touch, puisqu'elle a Netflix. Mais du coup, c'était pas prévu. Je me suis dormi très tard parce qu'il y avait du bruit dehors. Il y avait des moustiques qui tournaient autour de mes oreilles. Vous savez, espèce de bruit de... Et ça s'approche de votre oreille. Ah, vous êtes là, vous donnez un coup comme ça, vous vous sentez pas bien. 5 h du matin, du coup. Donc j'ai dormi jusqu'à peu près 11 h. Je suis parti et j'ai dormi cet après-midi bien 4-5 heures ici. Voilà. Donc une journée un petit peu messed up, un petit peu loupée. Vous voyez, je suis encore fatigué, mais je vais pas tarder à y aller. Petit rappel, je pars en vacances jeudi matin. Mais je pars chez une amie qui habite à côté de la gare mercredi soir. Donc de mercredi soir à dimanche soir, aucune vidéo possible. Je ferai sûrement des vidéos sur mon portable, mais je pourrais pas les uploader, j'ai pas de réseau en Bretagne. On a décidé de garder un endroit sans télé, sans réseau, pour être tranquille, coupé du monde, à l'écart, même si la ville commence à être bien développée. Voilà. Donc, petite séquence vacances. Je reviens lundi après-midi, donc lundi soir, je vous ferai sûrement un topo par jour, peut-être coller toutes les vidéos que j'aurais fait tous les jours pour vous expliquer ce que j'ai fait, plein de choses. Des photos aussi, j'aurais trié. Donc je ferai sûrement beaucoup de choses parce que ça me donne envie de partager ça. Voilà. Et ce soir, je me disais peut-être discuter d'une réflexion que j'ai eue. Enfin, j'aime beaucoup le thé, comme je vous l'avais dit. D'ailleurs, si je peux peut-être vous montrer. Voilà. Vous voyez peut-être pas bien. Ah, je peux peut-être allumer au-dessus, regardez. Haha. Voilà mon étagère à thé. C'est un peu le bordel. Vous voyez des cristaux aussi. Toutes les petites boîtes là contiennent des thés. Celle-là aussi, mais c'est des boîtes en terre du coup, beaucoup plus jolies. J'ai une théière là, une théière là.
j'ai une théière ici, et je dois en avoir une là-haut. Ici, là. Voilà, une petite théière. Et donc chaque théière a son utilité. J'ai donc la théière réservée au Longjing, thé vert chinois, sauté à la poêle, enfin torréfié, mais voilà. Ça, c'est donc une théière chinoise que je vais utiliser pour les thés verts japonais. Ça, c'est une théière chinoise que je vais utiliser pour les thés verts chinois. Et celle-là, c'est une théière chinoise, j'ai pas de théière japonaise en fait, que j'utilise pour le reste. C'est-à-dire les oolongs, les thés noirs, et également les thés qui ne sont pas des thés, qui sont des plantes. Donc là, vous voyez ici, c'est quelque chose, c'est une plante. C'est un petit bâton, vous voyez, tout simple. En fait, ce sont des feuilles d'un cousin de la famille des hou qui pousse en Malaisie. Ça s'appelle du kuting cha en chinois, kuding. Et c'est drainant, très efficace. C'est un goût amer et après il y a le sucré qui revient contrebalancé par derrière. C'était une amie nonne qui m'en avait donné pendant un moment et je crois qu'elle a pu accès au producteur, donc ce sont les derniers morceaux que j'ai et j'en ai jamais retrouvé d'aussi bon. Le kuting ça existe, hein, vous avez des gros bâtons comme ça, énorme truc, mais je trouve pas ça bon. Celui-là est vraiment très savoureux, il vient de Malaisie, roulé sous les aisselles apparemment, donc voilà. Non, ça n'est pas du clouch, mais bon. Donc, je reprends. Donc ça, c'est... ça. J'ai également des tasses. J'ai plein de petites tasses. Et j'ai mon gros bol à matcha. Mais je mets également d'autres thés à l'intérieur. Vous voyez, c'est une poterie japonaise. J'aime beaucoup parce que ça gratte. C'est pas de la laque partout. Voilà. Donc, à propos du thé. Il y a quelques années, j'ai découvert un site internet qui s'appelle le Forum des amateurs de thé. Je m'y suis inscrit et régulièrement, je participe à des grandes ventes mises en commun, pour que ce soit moins cher pour chacun, de thé. Ils m'ont fait découvrir des boutiques japonaises et coréennes sur Paris, ce qui est déjà pas mal, parce que je connaissais que la maison des 3 thés, qui est une maison surtout chinoise, un peu de Taïwan, un petit peu de Corée, mais surtout chinoise, et qui est assez chère, et puis bon, austère aussi pour certains, bref. Et un grand débat avait lieu sur ce forum, c'était le thé eau chaude ou eau froide. Et là, vous vous dites, ouh, ils sont partis loin, ceux-là. Bah ouais. Il y avait vraiment deux groupes, je dirais un grand groupe majoritaire de le thé, c'est de l'eau chaude plus des feuilles. Plus du temps. Et l'autre groupe, plus minoritaire, c'était le thé, ça peut être aussi de l'eau froide plus des feuilles. Et je sais que quand je suis arrivé, j'ai dit, oh, le thé, c'est de l'eau, des feuilles. Et il y en a qui m'ont dit, chaude ou froide? Je me suis dit, oulala, choisis bien ton camp. À l'époque, j'ai dit chaude. Et j'aurais dû dire froide. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est l'eau chaude ou l'eau froide? Alors premièrement, j'avais été dans une petite boutique qui est maintenant disparue. Maintenant, je crois qu'on peut la trouver à l'intérieur d'une pâtisserie. Mais je ne me souviens plus le nom. La boutique s'appelle, c'est le nom du type, c'est Yasukakegawa. Alors, je crois que j'ai son adresse là-dessus. Ouais. Yasukakegawa Sarl. À l'époque, il était rue Simon-le-Franc, dans le Marais. Maintenant, je crois qu'il a déménagé, il est ailleurs. C'est un japonais, un maître thé japonais, qui a décidé de faire découvrir le thé tel qu'il lui le connaît, donc surtout des thés japonais, aux Européens. Le thé est très cher. Hein. Là, en l'occurrence, je tiens entre les mains un tencha. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un sencha. Le tencha, c'est ce qui est utilisé avant, enfin ce qui est utilisé pour être broyé pour faire du matcha. D'accord? C'est très très parfumé.
Donc les feuilles ne sont pas entières, hein. Je vais vous montrer. Les feuilles sont en vrac, en morceaux. Hein, vous voyez. Hop. Les feuilles sont vraiment de la poudre. Mais alors... Oh, l'odeur, c'est... L'odeur du matcha, sans l'odeur de la poudre. Vous voyez, dans le matcha, il y a quand même cette odeur de poudre. Je sais pas, je peux pas expliquer. Là, c'est vraiment très fruité, très agréable, vraiment doux comme goût. La première infusion est verte claire. Les suivantes sont jaunes, comme tout est vert normal. Mais la première est d'un vert clair, comme les lagons dans le Pacifique. C'est magnifique, vraiment magnifique. Donc, je suis allé dans cette boutique et quand j'ai acheté le tencha, 20 €, 40 €, 20 grammes, 40 €. Il faut bien se rendre compte du prix. Le type m'a expliqué qu'en fait, en Chine, le procédé pour stopper l'oxydation des feuilles de thé, c'est de les torréfier et donc de les passer dans une sorte de poêle, si vous voulez. Donc ça chauffe et ça stoppe l'oxydation du thé, qui évite du coup de devenir tout flétri comme les feuilles d'un arbre. Et après, il y a d'autres processus. Il y a d'autres processus avant, il y a d'autres processus après. Bon, bref. Mais, il m'a dit qu'au Japon, on stoppait l'oxydation en les passant à la vapeur. Ce qui change totalement la capacité du thé à infuser. Et donc, il m'a dit que principalement en Chine, c'était roulé en boule ou alors aplati. Ce qui est assez vrai. En Corée, c'est laissé tel quel, en feuilles séchées, allongées, comme ça. Et au Japon, c'est assez souvent roulé. Et donc, ça fait des échardes. Et il m'a dit que les échardes étaient beaucoup plus efficientes à pouvoir répandre les tanins et les phénols dans l'eau froide, parce que du coup, ils ont beaucoup plus d'accroche possible. Je comprends pourquoi, mais c'est vrai que ça fonctionne pas mal. J'ai du thé en écharde, et même dans de l'eau glacée, avec des glaçons, ça infuse rapidement. Alors que le thé chinois met plus de temps à infuser dans de l'eau froide qu'on considère glacée. Et donc, récemment, je me suis dit, bon, peut-être essayer quand même. J'ai acheté du Hojicha dans une boutique à Paris qui s'appelle Jugetsudo. Mon Dieu, ce thé sent bon. Je viens de saisir le paquet, il n'y a pas de moyen vraiment de le fermer. Vous voyez, j'ai fermé comme j'ai pu, là. Mais ce thé sent le thé cuit, mais... Oh, qu'est-ce qui sent bon, mon Dieu. Donc, s'il y en a qui savent lire japonais, profitez-en. Hein. Voilà, vous voyez, du thé rôti d'un village de la région montagneuse de Hida. Voilà. La méthode traditionnelle de fabrication est appelée aohoji et est encore secrète. Elle consiste à griller lentement et à feu doux les feuilles de thé cultivées dans le froid en amont de la rivière. Donc là, le thé, il est désoxydé à la vapeur et ensuite il est frit en amont de la rivière Ibi. Voilà. Et ça se distingue clairement du Hojicha classique. C'est vraiment délicieux. Donc j'ai essayé ça parce que sur place, on m'a offert du matcha glacé et on m'a offert un Hojicha glacé également. C'était très bon. Elles m'ont dit, voilà, on a mis ça là-dedans. J'ai essayé, aucun problème. On est en été, l'eau doit être à température ambiante, donc 20 degrés. Et en 5 minutes, le Hojicha était infusé, aucun problème, je l'ai versé, je l'ai bu, c'était très délicat, très bon, aucun souci. Et donc là, je me suis dit, mais l'eau chaude alors, c'est vraiment un mythe? Ou est-ce que c'est juste pour accélérer le processus et passer à 5 secondes plutôt que 5 minutes? Alors déjà, qu'est-ce que l'eau chaude? J'avais vu des vidéos de Veritasium sur la chaleur et sur notre impression de chaud et de froid concernant les matériaux.
Le fait que considérer qu'un bloc de métal et qu'un bloc de bois, à la même température, le bois nous semblera plus chaud que le métal. Je me souviens plus de la raison, je mettrai un lien vers la vidéo dans la description. Qu'est-ce que c'est que le chaud et le froid? Sincèrement, est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est des notions? Voilà, l'eau à 10 degrés, elle est froide, et l'eau à 20 degrés, elle est chaude. Ou est-ce que c'est juste notre perception? Parce que, par exemple, ma mère, ou mon ex, peuvent boire le thé ou le café à 50 degrés, sans aucun problème. Moi, si ça dépasse 25 degrés, ça me brûle les lèvres. J'y arrive pas. Et ça a toujours été comme ça. Tout ce qui est chaud, pour moi, c'est à partir de 25 degrés. 30 degrés pour la nourriture. Voilà, 30 degrés pour la nourriture. À partir de 20-25 degrés de température extérieure, pour moi, c'est le cagnard. Je suis comme ça, je sors pas, c'est atroce. Et pourtant, pour pas mal de gens, c'est pas chaud. Donc en fait, est-ce que l'idée de chaleur pour le thé, c'est pas quelque chose qu'on a acquis parce que beaucoup de gens ont fait ça, parce que c'était plus rapide de verser de l'eau brûlante? Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Parce que on m'avait expliqué que le thé vert déployait ses arômes sous la chaleur, et que du coup il fallait verser de l'eau, il fallait que la théière soit brûlante, dans lequel on mettait le thé avec un petit peu d'eau froide, un petit peu d'eau chaude pour pas cramer les feuilles, mais que la chaleur révèle quand même les parfums, et que au bout de 5-10 secondes, on verse le thé pour pas que ça trempe de trop, mais qu'il faut toujours que ce soit d'eau chaude. Alors, les meilleurs thés, c'est 70 degrés, les thés les plus difficiles, c'est 95. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce qu'on peut pas juste laisser les feuilles reposer dans une eau à 30 degrés, ou à 20 degrés, ou à 15 degrés, ou à 10 degrés, et prendre leur arôme un peu plus lentement, peut-être, mais que ça fonctionne aussi? J'ai fait le test, hein. J'ai fait du matcha glacé. J'ai mis de la poudre matcha avec de l'eau et des glaçons. J'ai mélangé. C'est divin. Il n'y a aucun problème. J'ai pas fait la cérémonie avec le petit fouet à thé pour bien tout mélanger. Non, j'ai fait ça dans un bécher ou dans un récipient normal. Et c'était très bon. Alors, j'aimerais savoir quelle est la part dans le fait de boire du thé, la part, je suis en train de réaliser, je me suis couru de pierre, la part qui est rituelle et la part qui est physique concernant le fait de boire du thé. Si la chaleur est vraiment un ingrédient essentiel, pourquoi est-ce qu'on arrive à infuser du thé dans de l'eau froide? Est-ce que ce ne sont pas les goûts de certains maîtres de thé qui ont influencé des époques, qui ont influencé le passé, marqué les choses, et que 500 ans plus tard, on se réfère à ce que eux ont décidé comme mode de l'époque? Hein? Voilà. Ça, c'était mon petit speech sur le thé et la chaleur. Donc au final, aujourd'hui, ben, je dirais que sur le forum de thé, que le thé, c'est de l'eau et des plantes. Pas forcément du thé d'ailleurs, pas forcément du Camellia sinensis, ça peut être autre chose, puisque j'ai autre chose ici, et que ça s'appelle aussi du cha en chinois. Voilà. Donc si vous avez aimé cette petite réflexion, signale-le moi. Auquel cas, peut-être que je ferai un truc plus complet sur la chaleur, sur ce que c'est, ce que je me suis déjà posé la question si la chaleur existait réellement, ou si c'était juste une manifestation de nos sens. Voilà. Donc si vous avez aimé, mettez-moi un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. Et si vous n'avez vraiment pas aimé, mettez-moi un pouce vers le bas. Mais dans tous les cas, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye YouTube.